Et donc nous commençons donc ce premier plateau sur que font les collectivités territoriales pour maintenir et développer l'économie de proximité. À mes côtés, donc quatre invités. Pierre Perdry, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien maire de Treffort dans l'Ain. 4 mandats, c'est ça? 4 mandats d'élus, 2 comme maire. Deux comme maire. Je précise, c'est Treffort-Cuisiat. Nicole Singer, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne directrice du CAUE de l'Ain. Oui. CAUE, Conseil D'architecture et d'urbanisme et et de d'environnement. l'environnement. Voilà, merci d'être avec nous. Pierre-Alexandre Leguerne, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, urbaniste à la Chambre de métiers du Rhône, c'est ça? Tout à fait. Et puis Bernard Frisa, bonjour. Bonjour. Vous êtes bronzier et métallier d'art, installé à Lyon depuis quelques années, c'est ça? Et vous nous expliquerez un petit peu votre parcours. Pour commencer, peut-être Pierre Perdry, puisqu'on essaie de voir ce que font les collectivités territoriales pour maintenir et développer l'économie de proximité. Vous êtes vous-même aussi ancien chef d'entreprise dans la plasturgie, un produit de la formation continue. Je l'ai dit, vous avez été élu donc, pendant 4 mandats. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez travaillé, vous, dans votre commune, au maintien et à l'implantation d'entreprises de l'économie de proximité. Alors déjà, une commune, c'est une gestion globale, c'est pas une gestion seulement de l'économique, fût-il l'artisanat ou le commerce local. Donc on avait, dès le début de mon mandat de maire, travaillé sur une vision globale, qu'est-ce que nous voulions faire de notre commune. Et on avait mis 4 pôles essentiels dans notre action. Un pôle sur l'habitat et le patrimoine pour faciliter l'accès à la résidence. On était à 15 km de Bourg, je dirais une commune périurbaine en plein développement. Il fallait maîtriser ça. Le deuxième, c'était l'emploi de proximité pour que les gens qui y habitent, ce ne soit pas une cité dortoir, mais qu'ils puissent y vivre. Le troisième, c'était les espaces publics et les équipements publics pour que la vie sociale soit agréable. Et le dernier, c'était d'affirmer la centralité de Treffort, puisque Treffort-Cuisiat, c'est une commune fusionnée, la centralité de Treffort pour la commune, pour le canton et pour la communauté de communes, puisque nous sommes siège du canton et de la communauté de communes. Donc il s'agit d'affirmer tout ça et d'apporter au centre-village les services privés, donc artisanaux et commerciaux, dont la population a besoin. Donc nous avons entrepris une action qui s'est étalée dans la durée, donc il faut avoir une vision long terme, ça s'est étalé sur 2 mandats, pour regrouper autour d'une place que nous avons réaménagée largement, donc qualification des espaces publics, pour qu'il soit agréable de venir dans les commerces chez nous. Et nous avons conçu l'aménagement commercial de la commune comme une espèce de galerie marchande autour d'une place où on pouvait stationner et faire son tour de course sans avoir recours au supermarché de la ville voisine. Voilà, donc pour vous, tout est lié. Hein, tout est lié, et je dirais tout peut être rentable. Je veux de l'économie de proximité, etc. C'est qu'il y ait un environnement favorable. On ne peut pas avoir que ça comme visée. Qu'on puisse se garer facilement, qu'on puisse créer un circuler. environnement favorable. La commune est un acteur, mais elle n'est pas le professionnel ni du commerce, ni de l'artisanat. La commune est un acteur qui peut faciliter les choses. Donc on a eu une politique très volontariste, puisque nous avons acheté pratiquement tous les immeubles disponibles autour de la place, que nous les avons réaménagés en surface commerciale et que nous les avons mis en location aux commerçants, avec très souvent des possibilités pour eux d'accéder à la propriété au bout de quelques années, parce que notre vocation n'était pas de créer un patrimoine immobilier, mais notre vocation était de créer des activités qui se consolident entre elles. Le mettre au service de la commune et de la population. Si on essaie de faire le bilan de cette action? Le bilan, c'est aux générations à venir de le faire. Moi, ça fait déjà 6 ans que je suis retiré de la commune. Je n'ai pas vu un commerçant mal se porter. J'ai continué d'avoir des contacts avec eux parce qu'un des éléments aussi, c'est de faire que la population, dans l'aménagement global de la commune, notamment de ces nouveaux quartiers, on a prévu des liens privilégiés avec le centre de village plutôt que de laisser fuir par une déviation qui allait à la ville voisine. Donc on a organisé, y compris l'urbanisme, pour que tout revienne au centre-village. L'entrée de l'école est sur le centre-village. Enfin, on a vraiment conçu le village pour que le dynamisme de son centre. Et forcément, vous l'avez conçu avec tous les acteurs, hein, c'est ce que vous disiez au début. Avec tous les acteurs, avec les commerçants bien sûr, puisqu'on ne déménage pas un commerce qui est dans une rue pour l'amener sur la place sans qu'il soit consentant. Et puis avec les acteurs extérieurs dans le CAUE, on s'est entouré d'énormément, je dirais, de matière grise pour penser notre projet. On n'a pas travaillé au doigt mouillé, on a essayé au moins d'avoir des équipes pluridisciplinaires.
On a essayé aussi de travailler avec les communes voisines pour que notre stratégie de commune ne soit pas contrariée par des stratégies opposées dans la commune voisine. Donc le partenariat, il doit être non seulement à l'intérieur de la commune, mais à l'extérieur, avec la communauté de communes, avec le bassin de vie de Bourg-en-Bresse. On n'est pas un îlot, une forteresse au milieu de nulle part, on est en coopération avec tout le territoire. Ce qui veut dire, par exemple, s'il y a une expertise commerciale dans un domaine bien précis, dans une commune pas très loin, vous ne cherchez pas forcément à faire la concurrence sur cette activité. Pas de la concurrence frontale, non, c'est absolument inutile. On s'était mis d'accord avec les 2 plus grosses communes de la communauté pour ne pas accueillir de supermarchés chez nous, parce qu'on voulait privilégier le commerce de centre-village, parce qu'il est socialement plus productif de liens sociaux, de rapports entre les gens, que la grande surface. Bon, c'était un choix politique. Et en termes de fiscalité, quand vous évoquez... Nous n'y avons pas touché, alors c'était pas notre procure. Vous avez pu racheter les immeubles, comme vous l'avez dit, sans que... Alors ça, c'est indépendant de la fiscalité, ce sont des opérations immobilières. On achète un immeuble, on le réaménage, on le loue, et la location doit couvrir les frais de l'opération. Ça n'est pas, je dirais, alors ça c'est une chose dont je me défends, ce n'est pas une politique réservée à des communes qui seraient riches et qui pourraient mettre de l'argent en fonds perdus. Et les opérations sont équilibrées parce que les commerçants ont gagné suffisamment. Tous les commerçants que je connais dans le village ont gagné suffisamment en volume de transactions. Le pouvoir d'achat de la commune a cessé de s'évaporer à la ville voisine, mais est resté plus intégré dans notre village, ce qui fait qu'ils ont gagné suffisamment pour payer les loyers qui payent la bête, si vous voulez. On peut dire que vous avez développé combien de commerces au total? C'est chiffrable sur... Oui, on a développé, je ne sais pas, on a surtout stabilisé et renforcé les commerces existants et apporté quelques professions de services, notamment dans le domaine médical et dans le domaine, par exemple, l'auto-école, des choses comme ça, des domaines complémentaires. Les commerces essentiels étaient déjà présents sur la commune, mais ils étaient en perdition et ils ont retrouvé de la vitalité. C'est déjà pas mal. Très bien. Alors, vous avez travaillé aussi avec Nicole Singier à un moment donné, je crois. Oh, plus qu'à un moment donné. Plus qu'à un moment. Alors, vous-même, vous avez conduit des études et plusieurs emplois dans des agences privées d'architecture et d'urbanisme. Vous avez été chargé de mission aussi au ministère de la Culture et c'est vous qui avez travaillé à la mise en place des CAUE avant vous-même de diriger donc celui du département de l'Ain, c'est ça? C'est bien ça, oui. Donc, Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle que jouent les CAUE dans les réalisations et les actions qui peuvent être conduites dans les villages et dans les villes? Alors, les CAUE, c'est une organisation qui est prévue par une loi, la loi sur l'architecture. En principe, il y en a dans tous les départements de France. En Rhône-Alpes, il en manque un dans la Loire, qu'on regrette amèrement. Mais c'est peut-être pas trop tard. C'est peut-être pas perdu, oui. Voilà. Et donc, si vous voulez, oui, tout à fait. Dans chaque département, il y a donc une équipe d'architectes, d'urbanistes, géographes, juristes, aménageurs. Enfin, ça dépend un peu des départements. Un conseil d'administration qui est un peu une figure imposée par la loi, l'État, le conseil général, les professions et des membres qualifiés qui sont désignés par le préfet. Et puis donc, une assemblée générale, et dans l'Ain, l'assemblée générale comporte, je dirais, les 4/5e au moins des communes et des élus du département, des maires du département. Donc ça fait vraiment déjà une petite force de frappe, si vous voulez, qui n'est pas négligeable dans des domaines comme l'aménagement du territoire et ce dont a parlé M. Perdry. Et donc, vous avez conduit notamment donc, des opérations que vous avez appelées cœur de village, c'est ça? Expliquez-nous. Quand on a créé le CAUE, comment ça se passe? L'idée était de se rapprocher des communes, puisque c'était, en fait, on était pour la création du CAUE de l'Ain en 79, donc avant la décentralisation. Et nos instances, et en particulier notre président, le fondateur, pensaient que finalement l'avenir était quand même plutôt dans la décentralisation dans les communes que dans des actes autoritaires et de principe, si vous voulez. Donc on s'est très rapidement rapproché des communes. On leur proposait un palmarès à l'époque en disant qui est-ce qui a réussi le mieux les aménagements au village. Et les maires qu'on a rencontrés, on a fait une campagne pour les rencontrer, nous ont dit mais nous ce qui nous intéresse c'est que vous soyez là, que vous puissiez nous rendre service. Votre palmarès c'est bien gentil mais on préfère vous avoir, vous, professionnels compétents auprès de nous. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a créé l'opération qu'on a appelée Cœur de village et qui permettait aux élus de voir à peu près de quoi on parlait, quoi. C'est assez clair comme proposition, mais ça recouvre énormément de sujets. Au départ, on a beaucoup travaillé sur l'aménagement des espaces extérieurs, ce qui est important dans le sujet d'aujourd'hui, puisqu'il y a l'agrément des espaces, il y a l'utilité, la place de la voiture, l'accessibilité, il y a beaucoup de choses qui interviennent pour développer les activités.
Ensuite, on a travaillé sur les équipements publics, sur l'habitat, le paysage. Et finalement, on a vu que tout ça était assez fondu et qu'il fallait réfléchir un peu en termes assez globaux, si vous voulez, tout en restant très proche de la demande communale. Donc voilà, ce que je décris là, c'est ce qui s'est passé en France un peu partout. Et l'idée, c'est de redynamiser l'économie des centres-villes, des centres-villages. Notre but, à nous, qui est un but donc institué par la loi, c'est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Donc la qualité n'inclut pas le développement, si vous voulez. On pourrait dire, on met tout sous cloche, ça va être très joli, on viendra sur la pointe des pieds visiter. Ça arrive dans certains cas. Mais quand on travaille avec les maires, c'est impossible de raisonner de cette manière. Évidemment, on est tout de suite projeté dans une dynamique et dans quelque chose de beaucoup plus ouvert et d'avenir, si vous voulez. Donc l'idée de promouvoir des dynamiques nous a été injectée, je dirais, par notre rapport de proximité avec les élus. Et ce qu'on peut dire, c'est que, M. Perdry l'a très bien dit, un élu, il n'est pas là seulement pour aménager son village, il est effectivement là pour le faire vivre, et ça suppose énormément de choses. Et on dit village, on peut dire bourg, et même ville, puisque dans le département de l'Ain, on a bien tout l'enchaînement, même si on a une image rurale, on a bien l'enchaînement de villes moyennes aussi qui sont très forts, c'est déjà 2000 habitants, mais on a, je pense à Nantua, à Trévoux, à des villes qui ont ce problème d'avoir un commerce qui est en perte de vitesse parce qu'il y a des grands enjeux, des grandes implantations nationales, si vous voulez, et qui doit se recomposer quelque part. Alors vous qui avez, on peut dire, une vision globale, hein, quels sont les freins qui gênent encore les entreprises de proximité? J'y pensais justement, sur l'aspect des aménagements, enfin, j'y reviens, mais c'est assez important que les choses concrètement soient réalisées pour que le développement puisse s'effectuer. Regrouper, enfin, on sait très bien qu'une rue commerçante, c'est deux trottoirs qui se font face, c'est pas un commerce à un bout et à l'autre. Il faut que les gens se sentent en situation d'acquérir ce service, si vous voulez. Donc c'est tous ces aspects qu'on essaye d'organiser spatialement dans la commune. Alors quelquefois, comme à Treffort, on a une chance terrible, c'est d'avoir une grande place publique où on peut aligner finalement beaucoup d'activités et faire vraiment un cœur. Dans d'autres cas, on a des villages-rues qu'il faut essayer de casser pour retrouver de l'épaisseur, retrouver des espaces de rencontres, etc. Donc c'est vraiment un travail où il faut se projeter dans le projet lui-même concrètement pour arriver à débloquer des situations et à ne pas subir, quoi, hein, c'est très important. Et puis il y a quand même dans là une très forte croissance démographique, puisqu'on prend à peu près 1,2% d'habitants par an, ça fait entre 6 et 9 000 habitants nouveaux chaque année dans le département, et donc avec le cortège de grandes installations hyper commerciales, je dirais, et donc comment négocier cette proximité dans le grand mouvement économique, si vous voulez. Donc là aussi, il y a des choses à négocier, peut-être pas imaginer qu'on va concurrencer des gens extrêmement organisés nationaux, mais peut-être réorganiser un service pour qu'il puisse être plausible et utile aux populations localement. Vous n'avez jamais été confronté à des communes en baisse de population, enfin en déclin démographique? On a eu ça au démarrage. En 1979, on était vraiment dans le creux de la vague et on voyait bien que ça allait disparaître. Ce qui est compliqué, c'est dans des communes même qui se sont reprises, on a beaucoup de petites communes dans l'Ain, on fait rire les étrangers quand on parle du nombre d'habitants dans nos communes. On a des communes de 20 habitants dans 40, donc des petites communes qui ne peuvent plus espérer grand-chose, si vous voulez. Bon, après, il y a une question de regroupement et d'organisation, mais non, on n'est pas que dans un milieu très urbain ou au contraire très désertique, quoi. Chacun peut jouer un peu sa carte quand même. Alors, on a évoqué les freins. Si on essayait de voir les dynamiques et puis les perspectives positives, en revanche, oui, qu'est-ce qu'on peut dire Je crois qu'un élu, il doit bien se sentir investi de l'ensemble d'une mission de développement. Et certains élus ont l'impression que quand ils touchent au privé, ils dépassent leur propre rôle, quoi. Et quelquefois, on a
on a expliqué qu'un élu doit prendre vraiment les choses entièrement et associer dans une même réunion ce qu'on a pu faire à Treffort, le directeur de l'école et le commerçant ou l'artisan, ça ne nous a jamais dérangé. Et le CAUE, ça ne nous a jamais dérangé, au contraire. Et c'est là que les choses se passent, se disent, et où finalement l'acteur individuel qui est l'artisan ou le commerçant se sent aussi pris dans une dynamique et peut commencer à évaluer quel rôle lui il va jouer et quelles revendications il va avoir pour jouer ce rôle. Et donc après, on a un milieu qui est très vivant, quoi, très équilibré. Donc ça, c'est la participation aux réunions, l'invitation aussi. On a invité, je voyais tout à l'heure dans la salle, M. Bouvet de Nantua qui était venu expliquer finalement aux petits artisans et commerçants quel était leur rôle à eux dans cette affaire-là et venir les soutenir en présence du maire, hein, bien sûr. C'est des choses qui permettent de bien équilibrer tous les acteurs. Je crois que c'est le plus important. Très bien. Merci Madame. Pierre-Alexandre Leguerne, donc, vous êtes urbaniste en charge du développement économique à la Chambre de métiers de l'artisanat du Rhône. Vous venez de présenter donc, le livre blanc de l'immobilier de l'artisanat à la région Rhône-Alpes. C'est une initiative commune portée par les chambres régionales de métiers de l'artisanat de Rhône-Alpes et de l'Île-de-France, c'est ça? Tout à fait. Alors, si on essaie de voir quelles en sont les grandes lignes de ce livre blanc. D'abord, ça part d'un double constat. Le premier, c'est, quand on regarde sur les 30 dernières années, c'est le constat d'une diminution du nombre d'entreprises artisanales dans les secteurs les plus contraints, les centres-villes, également dans certains secteurs ruraux avec certaines contraintes foncières. Et en face, le constat aussi, notamment par les acteurs du territoire, les maires notamment, que toutes ces activités qui disparaissaient, c'était autant de services en moins pour les populations, pour les entreprises. Donc du coup, c'est ce double constat qui a incité effectivement les chambres régionales de métiers de Rhône-Alpes et d'Île-de-France à capitaliser et leur expérience pour produire ce livre blanc. Voilà, donc c'est une première. Tout à fait. Alors les grandes lignes, les grandes conclusions qu'on peut en retenir donc. Alors, afin de présenter le sujet de la façon la plus complète qui soit, on s'est attaché à décrire et à expliquer les besoins des entreprises artisanales. On entend souvent parler de locaux artisanaux, de zones artisanales. Il arrive qu'on rencontre des zones artisanales sans artisans. Pourquoi? Parce que les produits immobiliers qui sont développés ne correspondent pas aux besoins. Donc, on est reparti de la base. On a analysé tous les besoins de toutes les entreprises artisanales, par métier, mais également en fonction de leur degré de maturité. Une entreprise qui se crée n'a pas les mêmes besoins en immobilier qu'une entreprise qui a un certain nombre d'années, qui se développe, etc. Donc on a essayé d'abord de donner une vision de parcours immobilier des entreprises. On parle de parcours résidentiel dans le logement, les entreprises artisanales, c'est pareil. Donc on a fait d'abord ce premier bilan. Ensuite, du moment qu'on avait une idée des besoins, on s'est attaché à décrire les produits immobiliers qu'on pouvait imaginer en face. Des produits immobiliers à la location pour les créateurs d'entreprises, à l'accession au fur et à mesure. Des produits immobiliers qui s'adaptent au tissu urbain très dense, des produits immobiliers qui s'adaptent également au périurbain, au rural. On ne va pas penser les choses, ne serait-ce qu'en termes d'architecture, de la même manière. En centre-ville, on va raisonner en densité, on va raisonner en mixité. Dans des secteurs plus ruraux, ou en tout cas moins denses, on va être sur d'autres formes. Et puis enfin, c'est un petit peu le nerf de la guerre et toute la difficulté de l'exercice, c'est comment on arrive à produire cet immobilier. Aujourd'hui, l'entreprise artisanale n'est pas forcément la cible la plus facile du point de vue des acteurs de l'immobilier d'entreprise. Alors quand on dit les acteurs de l'immobilier d'entreprise, c'est les collectivités qui ont un grand rôle avec les documents d'urbanisme, les politiques foncières. C'est également tous les opérateurs, les promoteurs, les aménageurs, les commercialisateurs. Donc on s'est attaché à prendre dans toute la boîte à outils de l'urbanisme et de l'immobilier tous les outils qui existaient, le plan local d'urbanisme, le SCOT. On a même essayé d'aller au-delà en proposant des outils un petit peu innovants. Et puis, pour finir, on s'est attaché aussi à montrer que finalement, l'entreprise artisanale,
Dans l'absolu, c'est peut-être moins rentable immédiatement que de l'activité de bureau, que de l'activité de commerce strict ou que du logement. Mais en fonction de la façon dont on conçoit une opération immobilière, en fait, on trouve de la rentabilité avec des entreprises non délocalisables. On sait que quand on implante une entreprise artisanale sur un territoire, elle peut y être pour longtemps. Ça, c'est un message que vous faites passer au cabinet d'immobilier d'entreprise ? Vous trouvez qu'ils ne s'intéressent pas assez à tous les acteurs, mais à tous les acteurs. Voilà. Globalement, l'offre telle qu'elle existe en matière d'immobilier, est-ce qu'elle correspond assez bien aux besoins, aux attentes des artisans ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas et si oui, lesquelles ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? On va faire un constat d'abord simple. On est sur un marché de pénurie de l'offre. Oui. Voilà, le premier constat, il est là. Alors, on va entendre régulièrement de la part des entreprises artisanales, c'est trop grand, c'est trop cher, c'est pas adapté techniquement. Ça, aujourd'hui, c'est principalement la difficulté. Après, comment faire pour favoriser le développement de cette offre ? D'abord, apporter la connaissance des besoins. Aujourd'hui, on a des opérateurs, même privés, qui sont intéressés par cette cible, mais qui ne savent pas quels sont les besoins des entreprises. Donc déjà, en les maîtrisant mieux, on a d'ailleurs des opérateurs qui connaissent finalement rares, mais qui connaissent bien le marché, qui arrivent à produire des produits. Donc nous, on se dit qu'on est là pour apporter Ils ne le savent pas parce qu'on ne leur expertise. fait pas suffisamment savoir ou parce qu'ils n'ont pas envie de l'entendre ? C'est pas forcément un marché. Ils ne s'y intéressaient pas, voire très peu. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Donc nous, ce travail, on le fait aussi maintenant parce que aujourd'hui, l'entreprise artisanale, encore une fois, ancrée durablement sur le territoire, c'est un client pour un opérateur immobilier qui présente un certain nombre d'avantages par rapport à des activités de bureau ou des grands ténements industriels qui peuvent parfois être un peu plus compliqués aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez dans l'immédiat après la publication de ce livre blanc ? Alors, le travail commence maintenant, finalement. Les premières réactions que vous avez eues quand vous l'avez présenté à la région ? Aujourd'hui, alors, ce document, il a 3 cibles. D'abord, le réseau des chambres, également tous les acteurs collectivités. Alors, les acteurs collectivités ont une attente très forte parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes sont en recherche de solutions pour arriver à ancrer et développer le tissu artisanal, donc une attente globalement, de propositions de solutions à différents niveaux. Et les opérateurs aussi, qui manquent aujourd'hui d'outils et d'expertise pour intégrer l'artisanat dans leur programme immobilier. Cet outil et cette expertise, ils l'auront avec vous maintenant. Très bien. Merci beaucoup de votre témoignage. Justement, on va passer à Bernard Frisa. Donc vous êtes, je l'ai dit, bronzier et métallier d'art, installé dans le 8e depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Faites-nous part un petit peu de votre expérience d'installation à Lyon, des difficultés que vous avez peut-être rencontrées. Je crois que vous avez pas mal galéré, on peut le dire, d'une certaine façon. Comme vous dites, j'ai un petit peu galéré, en effet. J'ai repris donc une société qui était installée à Villeurbanne. La personne à qui je reprenais la société était propriétaire des murs, donc voulait se séparer revendre ses murs. Je ne pouvais pas les acquérir parce que c'était pour une autre application. Et donc j'ai recherché un atelier. Et avec beaucoup de difficultés, je tenais absolument à être à Lyon par rapport à ma clientèle, basée sur Lyon. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés. Donc je suis rentré en contact avec la Chambre des métiers qui m'a orienté vers la CERL, la Société d'équipement du Rhône et de Lyon, et qui m'a donc proposé 2 locaux, mais seulement 2 locaux. Donc j'ai pas eu beaucoup de choix, et j'ai pu acquérir un des 2 locaux en location. Alors est-ce que dans ces 2 locaux, il y en avait un qui... Bon, si Alors, vous avez pris, il vous allez y en dire a qui oui, me correspondaient mais... plus, en effet, puisqu'il avait un meilleur éclairage au point de vue pour mon activité. Mais dans J'avais besoin- l'absolu, c'est ni l'un ni l'autre, c'était la panacée pour vous. Dans l'absolu, c'était pas la panacée ni l'un ni l'autre. J'ai pris celui qui me paraissait le mieux, en effet, mais qui n'était pas idéal pour mon activité. Donc vous avez dû faire des travaux complémentaires, Alors j'ai fait quelques etc. travaux, oui et non, sachant que je savais que je ne resterais pas très longtemps dans ce local, et je cherche actuellement toujours un local. Quels sont pour vous les principaux freins à l'installation pour les artisans aujourd'hui ? Je dirais le premier point, comme je l'ai vécu, le manque de locaux, de propositions de locaux, ça c'est une évidence, sur Lyon. Et de locaux adaptés. Et de locaux Ça, on l'a adaptés, bien tout à compris. fait. Je dirais que c'est un des principaux points, en effet, oui. Comment est-ce que vous avez été accompagné ? Donc, vous l'avez dit, vous avez galéré, mais donc,
chambre de métier? Est-ce que vous avez été accompagné d'une autre façon aussi? Enfin, est-ce que vous avez, en termes de conseils, est-ce que vous avez pas trouvé... vraiment, non. Après, Oui. il faut prendre son bâton de pèlerin, faire les différentes agences, voir les différents locaux, voir ce qui se propose. Mais c'est vrai que de ce côté-là, non, j'ai pas eu une réelle aide. Non. Mais- donc vous avez eu le sentiment que c'était quoi, un petit peu un parcours du combattant? Tout à fait, oui. Et surtout qu'on a bien autre chose à penser quand on s'installe. Donc c'est vrai que c'est un point supplémentaire qui n'est pas toujours facile à gérer. Oui. Et aujourd'hui, tout va bien ou... Aujourd'hui, écoutez, je m'en contente, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, je cherche donc autre chose. Donc je suis preneur, mais c'est vrai que c'est très difficile à trouver. Voilà. Alors vous cherchez quoi? Quelle surface? Quelles caractéristiques? Je vais pouvoir passer une petite annonce. Voilà, gratuite en plus. Gratuite en plus, oui. Profitez-en. Dans mon genre d'activité, il faut quand même un local qui fasse une centaine de mètres carrés avec un petit coin bureau, voilà, tout simplement. Chauffé, parce que si je prends le cas de mon local actuel, c'est vraiment que des murs, puisqu'il n'y a pas d'eau chaude et pas de chauffage. Donc ça, c'est des installations qu'il faut faire après coup, si vous voulez. Voilà. Et si possible, sur Lyon. Ça, c'est dans mon activité, j'ai comme une clientèle de particuliers qui viennent me voir, donc j'ai besoin d'être sur Lyon. Et c'est vrai qu'on m'avait proposé, à l'inverse, des locaux sur des zones industrielles, à la périphérie de Lyon, mais qui ne me convenaient pas au point de vue géographique. Vous rayonnez sur quelle zone à peu près en termes de clientèle? Lyon, région lyonnaise, et quelques entreprises au niveau national. Et là, vous êtes en mesure d'attendre quelque chose de précis, de particulier de la part des collectivités locales en termes d'accompagnement, au-delà de ce que peut faire la chambre de métier? J'aimerais bien, oui. J'aimerais bien, oui. Et là, vous ne les avez pas spécialement sentis près de vous, près des artisans? Pas vraiment, oui, en effet. Oui. Alors, je n'ai peut-être pas frappé aux bonnes portes, ça c'est sûr. Oui. Et puis c'est vrai que les journées sont très courtes quand on est artisan, donc on n'a pas toujours non plus le loisir. Le temps, c'est beaucoup de temps et énormément d'énergie. Et c'est vrai qu'il faut peut-être savoir frapper aux bonnes portes. Ça, c'est toute la différence entre une grande ville et une commune de taille plus petite. M. Perdry? Oui, enfin, la problématique est effectivement très différente. Ma problématique à moi, quand j'étais en responsabilité dans la commune, c'était plutôt d'aller voir les commerçants et leur dire, bon, quand est-ce que tu envisages de pouvoir déménager pour valoriser ton commerce de meilleure façon? Souvent, ça s'est accompagné d'une transition du commerce, soit une cessation d'exploitation, une reprise par un tiers, soit une succession familiale qui ont facilité cette mutation. Simplement, il fallait que la collectivité soit prête à l'instant T pour répondre aux besoins, parce que au moment où se fait la mutation, si on n'a pas l'offre, eh c'est trop tard parce que ça part ailleurs. Et si on a l'offre trop tôt, on a un capital qui ne tourne pas. Donc il y a effectivement une nécessité d'ajuster sans cesse la capacité de la collectivité à répondre à un besoin, sachant qu'elle n'a pas le monopole. La collectivité n'a pas le monopole de l'offre, mais je réagissais aussi à la question de l'urbanisme pour l'artisanat. La commune, simultanément où elle a eu une politique pour le commerce local de proximité, elle a eu une politique aussi pour le développement de l'artisanat en créant des ateliers relais dans sa zone d'activité, pour le coup, pour ne pas encombrer le centre-village d'activités qui n'avaient pas nécessité d'y être, qui n'ont pas de vitrine, qui n'ont pas d'ouverture au public, simplement qui ont des services. Et on a parallèlement eu cette motivation. Mais je dois dire que c'était relativement facile pour nous parce que nous étions hérités d'un cercle vertueux qui a été largement initié par les municipalités précédentes. Donc la collectivité porteuse d'initiatives au service à la fois des porteurs de projets et au service de sa population, c'était quelque chose d'installé dans la commune, il suffisait de continuer. À la question que font les collectivités territoriales pour maintenir et développer l'économie de proximité, qu'est-ce que vous répondrez, Madame Saint-Gier? La question qui est posée là, souvent aussi on conçoit des opérations sur une seule vocation. On fait de l'habitat, on fait que ça. Alors que quelquefois il y a beaucoup de petits métiers qui pourraient s'associer et qui n'ont pas de nuisances graves, qui pourraient être associés au programme. Et ça, on y pense très peu. Et c'est dommage parce que ça anime en même temps les quartiers. Je peux ajouter que dans les équipements que nous avons faits dans les immeubles de Treffort, nous avions du commerce en rez-de-chaussée et de l'appartement en étage. Voilà. On a à la fois renforcé l'offre de logement et l'offre commerciale simultanément. Une autre forme de mixité, voilà. Oui, la mixité vocationnelle est absolument nécessaire. Et puis sur les aspects d'immobilier d'entreprise, il y a certaines communes dans l'Ain qui commencent à en parler. Et toujours un peu dans le sens où
On est maintenant sillonné de gares, puisqu'on a donc des déplacements ferroviaires. Et auprès de ces gares, tout le monde pense habitat, et certains maires commencent à parler d'activité. Et on nous a emmené visiter des opérations d'immobilier d'entreprise que les communes aimeraient bien un petit peu promouvoir, parce qu'on sait bien que dans l'échange, c'est là que ça se passe finalement. Et donc, il y a des choses nouvelles qui sont, des réflexions tout à fait nouvelles qui sont en train de se mettre en place en ce moment et qui répondront peut-être en partie à votre question. Sur ce que font les collectivités territoriales. Alors, je vais d'abord juste rebondir effectivement sur cette question. Aujourd'hui, pour nous, la mixité fonctionnelle, c'est probablement une des clés, une des réponses. Si on reportait toutes les activités à l'extérieur de plus en plus loin, ça pose énormément de problèmes en termes ne serait-ce d'accès aux clients. L'exemple de M. Frisa est frappant. D'accès à l'emploi. Pour un apprenti, aller dans une entreprise qui est sur une zone d'activité éloignée de tout transport collectif, ça peut être très compliqué et pour l'apprenti et pour le maître d'apprentissage. Donc effectivement, la question les terrains autour des gares, on s'interroge également. Et l'activité artisanale, pour nous, elle a vocation à être partout parce que c'est une activité économique, mais c'est une activité de service qui a sa place absolument partout. On prend l'exemple de Lyon. La Part-Dieu, c'est certes une grande offre commerciale, c'est un pôle tertiaire métropolitain majeur, mais ce pôle, si on enlève toutes les activités, notamment artisanales, de bâtiments et de services qui font vivre au quotidien, cet immense quartier ne fonctionne plus, il s'arrête. Donc, pour nous, il est vraiment important que toutes ces activités artisanales puissent être au plus près. Et puis en plus, le kilomètre qu'on n'a pas à faire, y compris en tant qu'artisan, est aussi celui qui coûte le moins cher et qui pollue le moins. Donc voilà, ça c'est une première réponse sur la mixité fonctionnelle. Après, sur le rôle des collectivités, aujourd'hui on a fait le constat que les opérateurs privés commençaient à se tourner doucement vers le marché des entreprises artisanales. Néanmoins, on a quand même pas mal d'habitudes et de schémas de pensée qui restent. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, les collectivités ont un rôle indispensable, majeur, pas forcément de maîtrise complète de leur foncier, elles n'ont pas cette vocation-là, mais d'impulsion. D'impulsion d'aiguillon, oui, vis-à-vis des opérateurs. Sur un territoire, il suffit d'initier et de lancer un projet qui fonctionne pour que derrière les opérateurs prennent le relais. Voilà. Mais souvent c'est l'initiative qui est importante et la collectivité a un rôle incontournable là-dessus. Dans votre cas, M. Frisa, vous avez senti qu'il manquait un peu de ce rôle d'impulsion et mis à part un ou deux interlocuteurs, c'est vrai que ça manquait un petit peu, oui, tout à fait, oui, c'est clair. Très bien. Est-ce qu'il y a, alors, je vais me faire gronder en régie parce qu'il n'y a pas de micro prévu, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je relayerai la question par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que certains veulent intervenir ou poser des questions? Des témoignages complémentaires sur le rôle des collectivités territoriales? Oui? Allez. L'ancien maire, vous avez dit que l'économie de proximité est un service. Alors est-ce qu'il faut considérer que l'économie de proximité ne réagit pas aux mêmes règles que l'économie marchande, par exemple? Est-ce qu'il faut la considérer à part? Ah non, je n'ai pas dit ça. Ne transformez pas. J'ai bien dit que c'était une opération économiquement équilibrée. Ça veut dire que c'est le dynamisme commercial impulsé à la fois par la cohérence de l'organisation et par la qualité professionnelle du commerçant qui faisait le succès de l'opération. Il ne s'agit pas d'une économie assistée, il s'agit bien d'une économie qui produit de la richesse, qui produit du service pour la population. Et moi, je ne fais pas de distinction entre un service public qui serait l'eau puis un service public qui serait le pain, l'un étant commercial, l'autre pas. Les gens ont besoin des deux pour vivre, et je trouve que la présence du boulanger sur la commune est une chose importante. Mais pour autant,
je ne pense pas qu'ils doivent vivre à coup d'impôt, ils vivent à coup d'activité, de la qualité de sa prestation et de sa manière d'accueillir les clients. Et les clients sont d'autant plus convaincus, s'ils sont bien accueillis, d'y venir plutôt que d'acheter leur pain à la ville voisine. D'autres... Ça vous va? Oui, Bruno Cabu. Oui, dans les centres-villes aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui demandent à ce que la voiture disparaisse un peu. Et donc, il y a des vraies problématiques de livraison, des vraies problématiques pour des professionnels qui viennent faire des réparations, par exemple. Et puis, il y a aussi des vraies problématiques pour les consommateurs, dont on dit qu'ils devraient utiliser les transports en commun pour venir faire leurs achats. Les modes doux, comme on dit. Les modes doux, sauf que eh bien, ça questionne, me semble-t-il, pour l'avenir, à la fois les responsables élus municipaux, et aussi peut-être, ça renvoie peut-être à aussi notre secteur, dans le sens où il faudra peut-être réfléchir à une mutualisation de services pour livrer les populations vieillissantes qui, elles, ne peuvent plus porter des sacs lourds. Voilà, donc peut-être des réactions de nos intervenants sur ce point-là. Alors sur la question des centres de la voiture et du parking sont quand même essentiels. Ouais. Des centres-villes complètement piétonniers, problème à la fois de livraison pour les commerçants et puis d'accessibilité aussi pour le consommateur. Madame Singier. Où on a eu plusieurs fois des maires qui nous disaient il faut réaménager la commune, il faut que ce soit plus accueillant, plus agréable, mais il ne faut pas enlever une seule voiture. Il y a un moment, il y a quand même des choix à faire, mais tout le choix n'est pas de dire on ne veut plus de voitures, il est de dire où est-ce qu'on va mettre les voitures pour qu'elles soient moins gênantes, combien de mètres peuvent parcourir les gens. Et on a réussi des choses vraiment très très bien, en mettant les voitures à peine plus loin, mais en laissant respirer l'ambiance du centre, si vous voulez. Mais il ne faut surtout pas prendre des positions blanc-noir. Il faut vraiment être très, très dans l'adaptation et dans la réflexion, presque place par place. Et à la sortie, il faut s'y retrouver quelque part, quoi. Mais c'est quand même, donc, vous dites quand même l'hypercentre, si possible complètement piéton. Non, pas complètement piéton, mais avec un peu de respiration, avec des terrasses, avec des endroits où on peut se croiser, se parler, avec une ombre d'un arbre, etc. Pas forcément que des voitures, quoi. Et souvent, on vient de situations où on a fait le tout voiture. Donc il y a un pas en arrière à faire, mais pas forcément rayer de la carte la voiture. Enfin, ça me paraît aberrant dans pas mal de situations, en particulier les petits chefs-lieux qui desservent les campagnes, si vous voulez. C'est souvent le cas en Rhône-Alpes, hein. On a beaucoup cette physionomie. Les gens qui arrivent ne peuvent arriver quasiment qu'en voiture. On n'a pas de tram qui va de Trifouilly-les-Oies au petit bourg. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on accompagne cette venue en voiture et comment on gère ça? Et il y a beaucoup de moyens. Moi, j'ai été très contente de beaucoup d'opérations qu'on a pu faire avec des communes qui étaient au départ pour le tout voiture et qui ont assez vite changé d'avis et dans des conditions de satisfaction, si vous voulez. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là, mais en travaillant, quoi. On va écouter un ancien maire nous dire comment il a géré ça, lui. Comment on a géré? On a pris parti, on a dit les voitures, il faut qu'elles soient près des commerces, sinon ça ne marchera pas. Mais pour autant, celui qui est prioritaire, c'est le piéton. Donc la voiture a sa place, mais elle n'a pas le droit d'écraser le piéton, en gros. C'est ça. Hein, on est bien d'accord. Après, comment ça fonctionne? Eh ben, je m'aperçois qu'il y a 6 ans que j'ai abandonné donc, mes responsabilités à la commune. Et le succès commercial est tel que la place qu'on avait imaginée, on a besoin de la libérer spécifiquement pour le commerce et de ne pas la laisser coloniser, pardonnez-moi le mot, par des gens qui viennent faire du tourisme. On a beaucoup, on est en milieu rural, on a beaucoup de touristes qui viennent faire des randonnées, ils posent leur voiture le matin à 8h et ils la reprennent le soir à 16h ou à 17h. Eh bien, l'idée, c'est de mettre une zone bleue sur cette zone centrale du village. Il y a suffisamment de places périphériques pour continuer à faire que là, il y a un turnover et que ce soit les clients qui soient privilégiés sans pénaliser les randonneurs. Donc, on est dans la recherche de solutions, on n'est pas dans les oukases. Hein, et je crois que ça se négocie, ça se discute avec les commerçants, on cherche des idées. Il n'y a pas de solution toute faite. Sachant que le touriste, il est parfois aussi consommateur. Hein. Oui. Dans notre village, qui a un certain charme, c'est un village à caractère historique, on a décidé de ne pas mettre de panneaux de signalisation.
beaucoup de citoyens nous disent qu'il faudrait mettre des stationnements interdits, des sens obligatoires ou des sens interdits, des choses comme ça. Eh bien non, on a refusé de le faire, moyennant quoi, pour circuler dans le village, vous êtes obligé de zigzaguer entre les voitures en stationnement, mais il n'y a pas besoin de mettre des passages surélevés parce que vous ne pouvez pas dépasser le 30 à l'heure de manière prudente. Et il n'y a jamais d'accident. Mais c'est un peu le Capharnaüm. Enfin, c'est flexible. C'est pas réglementé, c'est flexible. Mais ça marche de la même façon. Donc, moi, je dois beaucoup au CAUE qui nous a donné ce conseil en disant on n'a pas fait de trottoir. Ce sont des caniveaux avec des petits accotements légèrement pentus. Il n'y a pas de trottoir. Donc, on est dans la flexibilité, dans la relation molle aux espaces. Et c'est beaucoup plus convivial. Et le piéton est à sa place. Il a sa place. Vos clients, ils viennent facilement c'est vrai que je suis privilégié avec comme ça un village d'entreprise. Il y a de quoi se garer. Au niveau des livraisons, c'est pareil. Il y a des livraisons qui sont quand même assez courantes. Donc c'est vrai que c'est assez accessible. Mais quelqu'un qui va en transport en commun, c'est un peu plus délicat. Oui. Parce que... Je prends les abords des commerces autour du champ de foire. On a simplement matérialisé le sol de manière complètement différente, ce qui fait que ce n'est pas naturel pour une voiture d'y aller parce que c'est des dalles de béton, alors qu'ailleurs c'est de l'enrobé. Et donc rien que ça décourage les voitures, ça n'interdit pas, c'est pas fermé, le camion de livraison peut passer dessus sans inconvénient, mais c'est incitatif sans être contraignant, c'est quand même... Mais ça demande, je dirais, de la subtilité d'aménageur que moi, en tant que maire, je ne connais pas. Donc il a bien fallu s'entourer de compétences, de matières grises, de réflexion, pour penser l'espace. On pense l'espace. Allez, peut-être une dernière question sur ce premier plateau. Oui, M. Brunet. De la même manière qu'en milieu urbain, on constate que les locaux ne sont pas adaptés pour les activités de l'artisanat et du commerce de proximité, y compris dans les projets futurs, puisqu'on les sensibilise. On les sensibilise par le mouvement. On constate également que le stationnement, donc pour l'activité de service, pas uniquement pour les gens qui viennent en ville faire des achats dans les commerces, mais pour les activités de service, des artisans, dépannage, entretien aussi, qui sont obligatoires, importants et nécessaires, aucune réflexion n'est engagée sur des dispositions spécifiques pour ces activités de service artisanal, de dépannage, entre autres. Et là, est-ce que la Chambre de métier, par le biais de ce livre blanc, a réfléchi à cette problématique et interpelle également les élus vis-à-vis de cette difficulté? Alors, M. Le Guen, la question pour vous directement. C'est un point indispensable. Effectivement, on a parlé tout à l'heure beaucoup de la clientèle. On a parlé un tout petit peu de la livraison. On pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais on est aussi sur des activités qui peuvent avoir parfois des spécificités de livraison. Entreprise artisanale peut-être, mais avec parfois des besoins de livraison gros porteurs. Donc si on ne les intègre pas via notamment des dispositifs, des aires de livraison, etc., de toute façon, ça ne fonctionne pas. Après, sur la question effectivement des véhicules d'intervention, ça c'est une question extrêmement importante et difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, la place de la voiture tendant à diminuer pour beaucoup d'usages, c'est aujourd'hui très compliqué. Les collectivités, alors les chambres font remonter cette problématique très fréquemment dès qu'elles en ont l'occasion quotidiennement. Aujourd'hui, les collectivités commencent à prendre en compte cette problématique. Par exemple, sur Lyon et Villeurbanne, il y a des dispositifs spécifiques qui sont en cours de déploiement. Sur le sujet, carte de dépannage urgent, système de type PIAF, donc stationnement prépayé. Mais aujourd'hui, on sait que c'est insuffisant. Nous, de ce côté-là, on s'inspire un petit peu des réflexions des logisticiens. Aujourd'hui, on a des professionnels de la logistique qui se disent... vu l'explosion notamment du e-commerce, etc., on a besoin de place pour effectuer notre travail de logisticien. Est-ce que dans tout programme immobilier, par exemple dans les parkings souterrains, au-dessus des immeubles, etc., on ne pourrait pas prévoir un espace de logistique? Nous, finalement, on reprend un petit peu le discours aussi à notre compte, d'autant que les problématiques entre l'implantation de la logistique et l'implantation des activités artisanales est très proche. Nous, aujourd'hui, on se dit, pour que dans un projet urbain important, cela fonctionne, il faut prévoir notamment dans les espaces de stationnement dédiés aux habitants,
des espaces spécifiques pour le stationnement des véhicules d'intervention. Alors ça signifie des choses importantes. Sur du parking souterrain, c'est le premier niveau à 2,50 m et pas 1,90 m. Sur une économie de programme immobilier, c'est pas simple. Mais aujourd'hui, c'est une solution effectivement vers laquelle on essaye d'amener les collectivités, par exemple. Très bien. Allez, on va faire un dernier tour de table et conclure cette table ronde. Imaginons que vous rencontrez tous, chacun, le maire de votre commune, et vous lui dites encore un effort, monsieur le maire, il y a encore ça à améliorer pour aider, accompagner et maintenir l'économie de proximité. Quels conseils, quelles mesures, quelles demandes formuleriez-vous envers lui? Vous qui êtes un ancien maire. Je lui dirais, prends le temps d'asseoir ton équipe pendant un moment autour d'une table avec des compétences pour penser à 20 ans, puis voir ce que vous pouvez faire dans le premier et dans le deuxième mandat. Vous n'irez peut-être pas à 20 ans, mais ayez cette vision-là. Ayez cette vision que quand vous révisez un plan local d'urbanisme, c'est de fixer dedans quels sont vos objectifs pour qu'ils soient opposables. Parce qu'autrement, c'est quand même la base de tout. Si vous avez un PLU qui est mal ficelé, eh bien, après, vous ne pouvez plus rien fuser. Donc, c'est vraiment un travail d'anticipation et de projection dans le temps et dans l'espace, en coopération avec les communes voisines. Voilà ce que j'aurais à lui dire. Monsieur Frisard. Comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'on manque cruellement de villages, entre guillemets, d'entreprises, d'artisans. Donc je pense que ça serait une demande que je ferai en premier, sachant malgré tout que c'est très difficile de contenter tous les artisans. Parce que c'est vrai qu'un relieur, un bijoutier peut s'installer dans un appartement, alors que des structures un peu plus conséquentes comme la mienne sont difficiles à installer dans un appartement. Donc un village d'artisans. Très bien. Monsieur Le Guern. Alors, pour rejoindre ce que disait M. Frisard, effectivement, l'entrée immobilière foncière est extrêmement importante. Il ne faut pas la regarder de façon figée. Il faut pouvoir accueillir les entreprises existantes du territoire. Il faut aussi penser aux futures entreprises qui viendront s'implanter sur le territoire. Des entreprises, il y en a tous les jours qui se créent, qui se transmettent. Donc il faut penser à avoir cette chaîne immobilière sur son territoire. Et du moment qu'on a cet outil immobilier, eh bien, derrière se pose effectivement toute la question de l'accompagnement au développement économique et l'accompagnement des ressortissants que l'on peut mener ensuite. Nicole Singier. Un peu de choses. Les élus sont plutôt engagés dans des problématiques de planification et l'entreprise, c'est quelque chose de beaucoup plus volatile, de beaucoup plus d'initiatives individuelles. Et quelque part, il faut toujours croiser ces deux niveaux, que l'entreprise comprenne que la commune a besoin de ce temps et de cette projection lente, et que la commune comprenne que l'entreprise, c'est tout de suite, c'est pas dans 10 ans. Et donc, il y a tout un travail de concertation qu'il faut absolument maintenir en permanence, je pense. Très bien. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce premier plateau donc sur ce que font les collectivités territoriales pour maintenir et accompagner l'économie de proximité.